Amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission Mise au point. Un numéro spécial aujourd'hui. On va parler de coopération, on va parler de diplomatie. On a un invité avec nous ce matin justement pour cette émission, mais je ne suis pas seul pour co-présenter l'émission. Je suis avec ma collaboratrice Nouchine Cherichel, à qui je dis bonjour, bienvenue sur le plateau Nouchine. Bonjour Kenley, téléspectatrices, téléspectateurs, bonjour. Voilà, on va parler de diplomatie, on va parler de coopération haïtiano-française. Et qui de mieux comme invité que l'ambassadeur de la France en Haïti pour parler de tout ça. On va commencer d'abord par saluer l'ambassadeur, M. Fabrice Moriès, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, bienvenue à la télévision nationale d'Haïti. Bonjour, cher ami, bonjour, madame. Et j'adresse un salut à tous les téléspectateurs de la télévision nationale haïtienne. C'est un plaisir d'être parmi vous et merci de l'invitation. Parfait. On est ici justement pour parler un peu de conjoncture et parler de la coopération bilatérale entre Haïti et la France. Mais permettez que je commence par cette question fondamentale. Vous êtes arrivé en Haïti dans un contexte assez particulier, marqué par l'assassinat d'un président en exercice, la recrudescence de l'insécurité. Et en quoi cela a impacté vos premiers moments ici en Haïti, les premiers moments de votre mission en Haïti, monsieur l'ambassadeur? Ça les a beaucoup affectés, bien évidemment. Ça continue d'ailleurs à les affecter parce que fondamentalement, nous ne sommes pas sortis de cette situation difficile qui a commencé, vous l'avez indiqué, avec l'assassinat du président Moïse, un assassinat toujours non élucidé, et ensuite par les développements que vous avez rappelés, c'est-à-dire la montée de l'insécurité, le fait que Port-au-Prince est devenu une ville un peu cernée, même complètement cernée par des gangsters, des bandits, et puis une très grande difficulté, pas une impossibilité, parce qu'on peut toujours trouver des accommodements, ou des moyens de surmonter ces difficultés, mais une très grande difficulté à découvrir le pays, tout simplement. Et c'est ce que je regrette le plus, c'est-à-dire que les possibilités que nous avons de sortir de la ville de Port-au-Prince sont devenues plus rares, malheureusement. J'ai eu l'occasion de découvrir quand même plusieurs villes en Haïti, de me rendre à plusieurs reprises au Cap-Haïtien, au Cail, à Campérin, j'envisage d'y aller également à Jérémie. Malheureusement, je ne peux pas y aller depuis plusieurs semaines. Mais bon, c'est effectivement quelque chose qui nous affecte beaucoup et qui nous empêche, dans une certaine mesure, de connaître toute la réalité du pays. Nous faisons de notre mieux, malgré tout, pour mobiliser nos relais là-bas, pour mobiliser notre réseau en province, pour mobiliser également la communauté française, parce qu'il y a des Français qui vivent dans toutes ces régions, pour mieux connaître, pour mieux appréhender la réalité du pays. Mais effectivement, vous l'avez dit vous-même, cette situation nous a beaucoup affectés. Parfait. Alors, monsieur l'ambassadeur, c'est à mon tour de vous souhaiter bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir. En tant que membre de la communauté internationale, vous êtes un des principaux observateurs de ce qui se passe en Haïti actuellement. Alors, quelle est votre analyse sur la conjoncture sociopolitique d'Haïti? Une question très large, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Mon analyse, c'est celle d'une très grande difficulté du pays à surmonter la question centrale qui est celle de l'insécurité. Je pense que c'est la préoccupation numéro 1 de la population haïtienne. C'est ce qui nous revient de l'ensemble des connaissances que nous avons dans la société haïtienne, dans tous les secteurs. Aucun secteur n'est épargné. Et cette difficulté que la société haïtienne a à résoudre le problème de sécurité affecte évidemment l'ensemble des projets de coopération que la communauté internationale peut avoir dans le pays. Alors, bien évidemment, votre question ne se bornait pas à constater l'évident. J'imagine que vous espérez de moi des propositions ou des pistes de solutions. Moi, comme j'ai eu l'occasion à de très nombreuses reprises de l'affirmer, la question de la sécurité est une question de politique publique. C'est-à-dire qu'il faut une véritable politique publique de sécurité nationale et de sécurité intérieure en Haïti. Ça requiert de réunir un certain nombre de conditions.
des conditions qui sont relatives à une meilleure organisation de l'existant, mais aussi à une augmentation, une dotation à la mesure une dotation en moyens humains, opérationnels, de capacité qui soit à la hauteur des missions qui sont celles de la PNH. Puisque, comme vous le savez, en Haïti, la PNH est la seule instance d'État, la seule organisation qui a la légitimité pour maintenir l'ordre intérieur. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, nous avons fait le choix de coopérer, d'augmenter notre coopération avec la PNH, avec d'autres, nous ne sommes pas les seuls à avoir fait ça, à avoir fait ce diagnostic, mais nous avons pris notre part à cette entreprise et nous allons continuer à le faire. Malheureusement, je crains que ça ne soit pas suffisant parce que l'écart de capacité qui existe entre la PNH et les autres forces de police qui sont dans les pays voisins, par exemple, est tel que nous doutons que la PNH puisse parvenir à surmonter l'écart de capacité qui existe avec les gangs sans aide extérieure. Et donc c'est pour ça que nous soutenons l'arrivée d'une mission d'appui à la sécurité qui donc c'est le Kenya qui s'est porté candidat pour diriger cette mission et nous soutenons cette entreprise. Nous avons d'ores et déjà versé une contribution financière aux Nations Unies et à l'Organisation internationale de la francophonie pour aider, pour participer au financement de cette mission. Et nous, évidemment, nous nous tenons prêts à augmenter notre coopération lorsque nous en saurons davantage sur les modalités de cette mission et lorsque les préparatifs auront suffisamment avancé pour que nous puissions affiner cette contribution française. Ah d'accord. Un moment, Kenny. Monsieur l'ambassadeur, oui, nous sommes d'accord, la PNH, c'est pour les problèmes internes. Mais outre cette coopération entre la France et la PNH, existerait-il une possible coopération entre la France et l'armée d'Haïti aussi? Parce que l'armée d'Haïti est l'une des forces égales du pays. Oui, je ne l'exclus pas et nous travaillons dessus. Nous travaillons sur cette question. Rétablir des liens de coopération entre les forces armées françaises, notamment les forces armées qui sont basées dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, et les forces armées d'Haïti. Je ne l'exclus pas, mais j'attire votre attention sur le fait que pour nous, une coopération entre forces armées n'a pas pour objet la sécurité intérieure. N'a pas pour objet la sécurité intérieure. La mission des forces armées dans tous les pays du monde, et a fortiori dans un pays démocratique comme l'est Haïti, c'est la préservation de la souveraineté nationale, la protection des frontières, la sécurité nationale au sens large du terme, pas le maintien de l'ordre dans la rue, pas le maintien de l'ordre dans la rue. Et donc je préfère faire cette mise au point parce que j'entends effectivement dans le débat public des personnes qui disent la PNH a échoué, mais l'armée va faire le travail. Non. Les forces armées n'ont pas pour mission de participer au maintien de l'ordre intérieur. Il y a déjà suffisamment à faire pour préserver l'intégrité territoriale, pour préserver la souveraineté nationale, pour protéger les frontières. Je crois que c'est un des éléments de l'insécurité. La préservation des frontières. C'est un des éléments. Les frontières haïtiennes ne sont pas suffisamment surveillées et elles permettent notamment au trafic d'armes, par exemple, de prospérer. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être confié aux forces armées. C'est d'ailleurs le cas, si je ne me trompe pas, avec la République dominicaine, où c'est les forces armées, ce sont les forces armées qui garantissent la sécurité des frontières et qui contrôlent les frontières. Mais en revanche, effectivement, nous aurions des difficultés à coopérer avec les forces armées si certains avaient pour objectif d'affecter aux forces armées la mission de préserver
la sécurité intérieure. C'est un dialogue que nous avons avec le ministre le ministre de la Défense de la République d'Haïti, qui connaît parfaitement notre position et qui l'accepte totalement. Et c'est d'ailleurs la position du gouvernement haïtien. Les choses sont très claires là-dessus. Donc oui, j'aurai probablement des bonnes nouvelles à vous apporter dans quelques semaines sur le rétablissement d'une coopération française avec les forces armées, mais dans le cadre que je viens de définir. Peut-être que ceux et celles qui évoquent cette possibilité croient dur comme fer que la police ne dispose pas des moyens adéquats pour faire face aux problèmes de sécurité du pays. Et c'est vrai, ils ont raison de le penser. C'est un bon diagnostic. La police n'a pas les moyens, mais les forces armées non plus. Les forces armées encore moins. Encore moins. Les forces armées d'Haïti, quand on regarde les moyens budgétaires dont disposent les forces armées d'Haïti, les moyens humains, ils sont infiniment inférieurs à ceux dont dispose d'ores et déjà la PNH. La question n'est pas de savoir si Pierre est mieux habillé que Paul et que donc on va utiliser Pierre pour combattre les gangs. La question, c'est que aussi bien Pierre que Paul sont déshabillés. Donc il faut rhabiller tout le monde pour faire en sorte de lutter contre les gangs. C'est ça le vrai problème. Donc je suis d'accord avec la première moitié de votre observation. Oui, la PNH n'a pas les capacités, mais c'est l'ensemble de l'État haïtien, l'ensemble de la puissance publique en Haïti qui est démuni pour conserver le contrôle de son destin, du destin national. Pas uniquement d'ailleurs dans le domaine de la sécurité, on pourrait parler d'autres sujets, d'autres aspects des politiques publiques en Haïti. Moi je constate, par exemple, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'en matière de sécurité, il y a énormément de sociétés de sécurité privées en Haïti. Il y en a énormément, et d'ailleurs qui ont des effectifs qui sont infiniment supérieurs aux effectifs de la PNH. Alors, ce n'est pas le modèle qui a été adopté par un pays comme la France. En France, il y a des sociétés de sécurité privées, bien évidemment, mais dans une moindre mesure et dans un rôle subsidiaire et très spécifique à celui qui est dévolu à la police nationale. La police nationale a le monopole de la violence légitime en France. En Haïti, la PNH l'a perdu. Si tu permets, Nouchine, une seconde, je voudrais revenir sur le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et vous avez évoqué votre participation concrète à ce déploiement et récemment, il y a eu beaucoup de remous autour de cette histoire. Au Kenya, par exemple, avec le Parlement kenyan, la Cour suprême kenyane, les dernières décisions qui ont été adoptées. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est optimiste quant à l'arrivée de la mission en Haïti? Moi, je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste. Comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, un diplomate doit toujours être lucide, pessimiste dans ses analyses, mais optimiste dans sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons preuve de volontarisme pour que les choses marchent, pour que les choses fonctionnent. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ça ne va pas marcher, sinon je ne serai pas là. Je ne serai pas parmi vous pour vous dire ça ne va pas marcher, nous allons d'échec en échec. Non, nous avons connu des échecs, nous avons connu des réussites, nous essayons d'apprendre de nos échecs pour maximiser nos réussites. Donc oui, je suis optimiste sur la capacité d'une force internationale, d'une mission d'appui à la sécurité, telle qu'elle a été définie par le Conseil de sécurité, pour aider la PNH et pour que la PNH puisse remporter des victoires. Mais, comme je l'ai aussi dit, la mission d'appui ne résoudra pas tous les problèmes d'Haïti. Il y a des problèmes en Haïti qui sont du ressort exclusif de la société haïtienne et qui devront être réglés entre Haïtiens. Parmi ces problèmes, il y a un problème politique et institutionnel qui se pose aujourd'hui, puisque nous sommes, depuis l'assassinat du président Moïse, dans un régime de transition politique, dont la perspective doit être la tenue d'élections, et nous nous heurtons à une difficulté qui est celle du passage de cette transition qui n'a pas pour le moment de terme, puisque nous n'avons pas de calendrier électoral, à un passage, à une dynamique politique dans laquelle nous pourrons envisager
la tenue d'élections libres, démocratiques et qui reflèteront authentiquement la volonté du peuple haïtien. Concrètement, c'est quoi la contribution de la France à cette force? Alors pour l'instant, nous avons d'ailleurs été les premiers à verser une somme de 3 millions d'euros au mécanisme au Trust Fund, puisque c'est le terme, la traduction en français ne me vient pas à l'esprit, qui est tenu par les Nations Unies. Nous avons versé un montant d'1 million à l'Organisation internationale de la francophonie pour faire en sorte que les contingents kenyans puissent apprendre des rudiments de français pour pouvoir mieux communiquer avec leurs collègues haïtiens. Évidemment, c'est sans préjudice d'autres contributions que nous pourrons avoir, soit en matériel, soit en humain, soit financier, au moment où nous en saurons davantage sur les modalités, les contours de cette mission. Parfait. Monsieur l'ambassadeur, la France aide continuellement la PNH, mais comme nous venons de le dire, la PNH n'est toujours pas bien équipée pour résoudre le problème de l'insécurité. Alors, l'insécurité. Est-ce que vous comptez utiliser d'autres stratégies, outre la formation des agents, les dons de matériel, ou bien renforcer cette aide? Ouais, vous savez, la coopération avec une organisation nationale comme la PNH, elle a 3 dimensions. Formation des agents, fourniture de matériel, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, et ensuite aide à la gouvernance. Nous avons eu de la part de la PNH des demandes sur les 3 volets. Et donc nous essayons de satisfaire, dans la mesure de nos moyens, les 3 volets. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des partenaires de la PNH, des partenaires internationaux qui se sont engagés sur les 3 volets, et nous nous coordonnons à cet effet. Donc la formation, je peux vous dire que la formation va continuer. Nous essayons de l'augmenter, de la renforcer avec la venue ici de policiers en Haïti qui viennent former essentiellement pour des techniques d'intervention, pour la lutte anti-gang, pour la guérilla, pour la police judiciaire, pour la lutte anti-kidnapping. Donc ce sont les unités d'élite qui sont les cibles de notre coopération. Et ça se passe non loin d'ici d'ailleurs, à l'aéroport, ou à l'école, à l'académie de police, entre policiers. Nous avons fait des dons, certains ont été compris, d'autres un peu moins, on pourra y revenir si vous voulez, mais nous avons fait des dons à partir de demandes qui nous ont été exprimées par la police nationale haïtienne. Alors quelquefois, effectivement, certains dons ne sont pas compris. On dit pourquoi l'ambassade de France donne une génératrice au commissariat de Port-au-Prince? On donne une génératrice parce que tout simplement il n'y a pas d'électricité. Voilà. Et donc le commissariat a besoin d'électricité pour fonctionner. Donc nous donnons une génératrice avec des panneaux solaires. C'est aussi simple que ça. Et puis il y a la gouvernance de la police. Et là effectivement nous avons aussi des demandes que nous essayons de satisfaire pour faire en sorte que cette aide soit utilisée de manière efficace, qu'elle soit maintenue, qu'elle soit entretenue, qu'elle soit durable. Et là, effectivement, je pense qu'il y a encore des marges de progression. Parfait. On va parler de coopération, peut-être sur des plans autres que la conjoncture. On va regarder la coopération pour terminer sur le plan éducatif, culturel, voire sur le plan des infrastructures, parce que je sais qu'à travers l'AFD, l'Agence française de développement, la France a participé au projet de reconstruction de l'HUH, l'hôpital universitaire d'État d'Haïti. Je voudrais vous demander à quel niveau on est dans ce projet et aujourd'hui, est-ce que la France, à travers l'AFD, a tenu toutes ses promesses par rapport à ce projet? Alors, en parlant de l'hôpital, est-ce que la France a tenu ses promesses? Oui. La France a tenu ses promesses parce qu'elle a mis les moyens elle a mis tous les moyens nécessaires pour en terminer. Est-ce que la France a tenu ses promesses en termes de résultats? Non, puisque l'hôpital n'est pas encore ouvert. Fonctionnel. N'est pas encore fonctionnel. Nous y sommes presque, mais malheureusement, comme souvent en Haïti, c'est le dernier kilomètre qui est le plus long à parcourir. Donc nous en sommes à 90-95% de construction selon les différentes ailes. J'ai eu l'occasion de visiter ce projet. C'est un magnifique projet. Ça sera un des plus beaux hôpitaux de la Caraïbe. Je peux vous l'assurer. Malheureusement, l'hôpital se situe dans une zone qui est aujourd'hui une zone dangereuse, une zone où il y a des échanges de tirs régulièrement
et où, évidemment, la compagnie qui construit l'hôpital a des appréhensions, a des craintes, et ces derniers mois a dû interrompre à plusieurs reprises les travaux. Donc nous sommes aujourd'hui en négociation, parce qu'à chaque fois évidemment qu'on interrompt les travaux, eh bien il faut payer quand même les ouvriers, les salariés, il faut garder les équipements, parce que sinon ils vont disparaître. Donc il y a des coûts. Il y a des coûts. Et je peux vous dire qu'il y a des équipements sur le site. Il y a tous les générateurs, il y a l'incinérateur, il y a tous les équipements fondamentaux pour faire fonctionner l'hôpital sont déjà installés. Mais donc il y a des coûts et il faut donc renégocier ces coûts. Donc ce qui implique donc évidemment un peu plus de temps. Donc les choses vont redémarrer. J'espère qu'elles vont redémarrer dans un contexte différent. Je parlais de la mission internationale qui va arriver et que nous allons pouvoir terminer ça rapidement. Il y a une échéance ? Non, je n'ai pas d'échéance parce que je vais vous dire, si nous avions la certitude que la situation sécuritaire s'améliorait dans le quartier, tout serait terminé en 1 an. Tout serait terminé en 1 an. Mais si nous avions eu une situation sécuritaire dans le quartier correcte, ça fait longtemps que l'hôpital aurait été terminé. Longtemps, très longtemps. Peut-être 3, 4, 5 ans. Malheureusement, nous sommes dans une situation, mais pas que l'hôpital, je veux dire, de très nombreux projets de développement sont aujourd'hui affectés par l'insécurité. Et pas uniquement cet hôpital. Mais moi, je ne veux pas abandonner. Voilà. Encore une fois, je suis optimiste, les choses vont déboucher sur quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple. Pour vous donner, il faut toujours raisonner à contrario, pour bien comprendre. Actuellement, les entreprises françaises, Vinci, ADP, Thales, donc 3 grands fleurons de l'industrie de défense et aéronautique français, sont en train de reconstruire la tour de contrôle et d'installer un système radar pour l'aviation civile aérienne en Haïti. La première fois que l'aviation civile aérienne en Haïti, l'aviation civile va avoir un système de radar aussi perfectionné. Nous sommes en train d'avancer à grands pas. Et d'ailleurs, si vous allez à l'aéroport, quand vous prenez l'avion, vous voyez la tour monter. Et elle a monté à une très grande vitesse. Les travaux, il y a 1 an, quand je suis allé visiter les chantiers, il y a 1 an exactement, c'était une plaque de béton. Aujourd'hui, vous avez vu. D'ici la fin de l'année, cet équipement sera livré. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a la sécurité. Parce qu'il y a la sécurité autour de l'aéroport. Autour de l'aéroport, il n'y a pas de problème. Et donc, les gens travaillent. Les ouvriers viennent, les ingénieurs sont là, les approvisionnements sont faits et les choses avancent. Si nous pouvions avoir la sécurité, tous les programmes de développement que nous tous, haïtiens et internationaux, menons de concert, pourraient sortir de terre. On va terminer. Un petit regard sur la coopération franco-haïtienne sur le plan éducatif, des programmes de bourse. Il y en a qui ont été interrompus. Erasmus, par exemple. Il y a un problème à ce niveau ? Non, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il y a les programmes de coopération éducatifs continuent, les programmes de bourse continuent. Et ils ont été peut-être réorientés sur un certain nombre de sujets. Nous avons des partenaires fidèles en matière de bourse, des partenaires haïtiens fidèles que je salue, la BRH en particulier, la Sogebank, avec lequel nous avons un gros programme de bourse. Nous avons des bourses du gouvernement français qui continuent à être données. L'inquiétude, elle n'est pas dans la pérennité de ces programmes. C'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est que nous avons malheureusement aujourd'hui du mal à trouver des bons candidats. Ah bon ? Bien sûr. La réalité aujourd'hui, c'est que l'insécurité a des conséquences dramatiques en termes migratoires et qu'il y a énormément de jeunes diplômés aujourd'hui, haïtiens, qui souhaitent partir, non pas pour faire des études à l'étranger, mais qui souhaitent partir tout court.
ou alors qui sont rentrés chez eux, en province, à la campagne, dans le monde rural, parce qu'ils estiment davantage en sécurité. Et donc, nous observons, et ça nous préoccupe beaucoup, une baisse quantitative et qualitative dans les candidats qui présentent des dossiers de bourse. Pas uniquement d'ailleurs les candidats qui prennent des dossiers de bourse, mais nous observons aussi une diminution assez sensible dans les candidats pour avoir des visas d'études pour la France et l'Europe. Et ça aussi, ça nous préoccupe beaucoup. Donc, je le dis d'autant plus inquiète que je n'ai pas de remède à ce stade à ce problème, si ce n'est à souhaiter que la situation sécuritaire s'améliore significativement et qu'elle encourage à nouveau davantage de projets éducatifs en Haïti et ensuite en France pour que nous puissions sélectionner les meilleurs. Sur le plan culturel, avec l'Institut français, les alliances françaises, ça marche? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'Institut et les alliances continuent à être opérationnelles pleinement dans toutes les villes de province, sauf évidemment quand il y a des troubles. Actuellement, effectivement, à Jérémie, il y a eu des difficultés, au Gonaïves aussi, mais globalement, les alliances fonctionnent très bien et sont d'ailleurs, dans la plupart de ces villes, je vous les rappelle, les Gonaïves, les Cailles, Jérémie, Jacmel, le Cap-Haïtien, dans la plupart de ces villes, sont les seuls centres culturels qui existent, qui subsistent, qui offrent un accès à la culture, un accès aux livres, un accès à la vidéo, au cinéma, au spectacle vivant. Et je souhaite que ça continue, et l'ambassade soutient fortement ce réseau. L'Institut français en Haïti, à Port-au-Prince, à Bois-Vernat, fonctionne. Il a dû réajuster ses modalités d'ouverture pour tenir compte du climat d'insécurité, mais il continue à agir. Il reste ouvert au public. La seule modalité que nous avons dû mettre en place, c'est que nous ouvrons au public sur invitation. C'est-à-dire que si vous voulez, vous regardez la page internet de l'Institut, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, une conférence, un spectacle, un film, il faut écrire à l'Institut, demander une invitation, on vous l'enverra et vous rentrerez à l'Institut gratuitement. Mais par contre, effectivement, on ne peut plus se présenter à la porte en tapant à la porte en disant je veux rentrer. Ça, ce n'est plus possible pour des raisons de sécurité. Mais l'Institut fonctionne et il a une programmation très riche avec un réinvestissement de l'Institut dans le débat d'idées. Je crois que c'est le rôle de l'Institut, c'est le rôle de la France d'une manière générale de susciter le débat d'idées contradictoire, animé, parfois viril, parfois agité, parfois qui ne nous ménage pas. Parce que parfois, nous sommes critiqués, l'action de la France est critiquée, et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Encore une fois, nous sommes parfaitement ouverts au débat sur le sens et les modalités de notre action. Et j'y suis très attaché. Mais il est absolument pour moi indispensable que l'Institut français puisse continuer à fonctionner à Port-au-Prince, parce que c'est un ballon d'oxygène pour de nombreux Haïtiens, et notamment dans la jeunesse. Alors, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi cette question. Depuis quelque temps, le corps groupe, il ne communique plus rien sur la situation sociopolitique du pays. Est-ce qu'il a cessé d'exister? Je vous laisse tirer les conclusions de votre observation sur le fait que le corps groupe ne s'exprime plus en tant que tel. Est-ce qu'il a cessé d'exister? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que qu'est-ce que le corps groupe? Le corps groupe, ce sont des ambassadeurs de différents pays et de différentes organisations qui de temps en temps se réunissent pour évoquer la situation en Haïti et pour éventuellement se coordonner. L'appellation corps groupe est aujourd'hui une appellation qui effectivement est, je dirais pas diabolisée, mais en tout cas dévalorisée.
Mais moi, je revendique la nécessité absolue du corps diplomatique en Haïti de se coordonner. Il est absolument nécessaire que nous continuions à nous coordonner, à échanger, à agir de manière cohérente et la plus unie possible. Ça, c'est absolument indispensable. Alors que ça se passe dans le corps groupe, que ça se passe dans une enceinte qui s'appellera autrement, ou que ça se passe dans aucune enceinte par des boucles WhatsApp, à la limite, peu importe. Peu importe. Mais il est absolument nécessaire que nous nous coordonnions. En revanche, effectivement, sans m'avancer outre mesure, je pense que les communiqués publics écrits du corps groupe, je pense que ça appartient à l'histoire ancienne. Parfait. Voilà, ce matin, avec nous, au studio de la Télévision nationale d'Haïti, à ce numéro spécial de l'émission Mise au point, l'ambassadeur de la France en Haïti, M. Fabrice Moriès. Avec lui, nous avons parlé de conjoncture, nous avons parlé de la coopération bilatérale entre Haïti et la France. Voilà donc pour le menu de cette émission. Merci à vous qui avez suivi l'émission. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur, qui a accepté de répondre à nos questions. Et c'est sûr que ce n'est pas la dernière fois que vous nous visitez. Nous espérons vous revoir très bientôt. Avec vous, très volontiers. Merci pour l'accueil. L'accueil a été charmant et donc je suis évidemment à votre disposition et disposé à répondre très favorablement à une prochaine invitation de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de Chine. Merci Kenley, merci téléspectatrices, téléspectateurs. Merci. Merci à vous. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci aux techniciens de la Télévision nationale d'Haïti qui ont rendu possible cette émission. Mon nom c'est Kenley Vilsain. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Mise au point. Restez avec nous. La programmation de la Télévision nationale d'Haïti se poursuit. Bye bye.